que je trouve très intéressant dans le modèle CrossFit, c'est la possibilité justement de faire ce que tu veux et ce que je trouve très problématique dans le CrossFit, c'est la possibilité de faire ce que tu veux. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, votre ressource numéro 1 en Suisse pour toutes choses fitness, prépa et performance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur le podcast Guillaume Jetta. Guillaume est gérant et copropriétaire de CrossFit Morges. Tombé dans le CrossFit en 2016, il complète la formation Level 1 la même année et ouvre CrossFit Morges dans la foulée en 2017. Titulaire d'une formation en management à l'école hôtelière de Lausanne, Guillaume cherche toujours à fournir le meilleur service clientèle possible dans sa box, tout en optimisant la gestion de son staff. Guillaume, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi, Sean, pour l'invitation, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir. Donc, on va commencer par le début. Comment est-ce que tu as découvert le CrossFit? Alors bêtement, je m'étais inscrit à une Spartan avec un ami qui, pour la petite histoire, à la dernière minute, n'a pas pu y participer, donc je suis quand même allé tout seul, c'était à Morzine. Ok. Et le gars qui a gagné ce jour-là, il est arrivé sur le podium et puis il avait un t-shirt CrossFit. Et ça faisait longtemps que je m'intéressais un petit peu à ce qui se faisait autour de ça, mais sans franchir le pas. Comme beaucoup de personnes, j'avais l'impression que c'était avant tout de la compétition et j'ai jamais vraiment été dans un mood méga compète. Mm. Et du coup, ça m'a motivé à franchir la porte d'un CrossFit, puis aller simplement essayer, voir ce que c'était. Et c'était un moment où des projets se sont un petit peu pété la gueule, où j'ai pu avoir du temps à consacrer à mon entraînement et une chose entraînant une autre, je me suis passionné par ça. Donc voilà en gros comment Obélix est tombé dans la potion. Ok. C'était quoi ton premier WOD du coup? Il y avait des pull-ups stricts, des thrusters avec une barre et puis des burpees. Donc voilà, j'ai eu un peu ce qui est dégueulasse le premier jour Ouais, et je suis sympa. revenu, c'est que ça allait. Ok. Et donc, du moment où tu as trouvé le CrossFit, comment t'en es arrivé à ouvrir une box? Parce que ça fait quand même, il y a un monde entre les deux. Donc, parle-nous un petit peu de cette transition. Alors à ce moment-là, je venais de quitter un restaurant que je dirigeais à Lausanne, un projet que j'avais mené pendant une année. Et puis, en parallèle, je suivais un master de journalisme parce que j'ai toujours été passionné par le milieu des médias et principalement le milieu de la radio. Mm. Et à ce moment-là, ben, j'ai voulu trouver du travail dans le milieu de la radio. Ça se faisait pas, ça prenait du temps. Et puis, du coup, ce temps, je le consacrais à me préparer pour le concours d'entrée à la RTS, qui généralement a lieu en janvier. Donc la RTS, le média principal public suisse romand. Et puis, je me préparais à ça, donc je lisais beaucoup d'articles, je passais mon temps à lire et à m'entraîner. Et puis, je m'entraînais donc dans cette salle et je m'entendais très bien avec l'ancien propriétaire de CrossFit La Côte à Rolle. Mm. Et puis, on passait beaucoup de temps à discuter. Et tout d'un coup, le concours d'entrée à la RTS a finalement été annulé. Et moi, je me suis retrouvé un peu sans autre objectif. Et au même moment, il m'a proposé donc qu'on s'associe pour ouvrir une box. À l'époque, on avait un spot potentiel hyper intéressant au plein cœur de Genève, au Berg, le truc vraiment génial, ce qui n'est pas allé au bout. Donc, on s'est dit, bon, bah, tiens, on s'entend bien, on va quand même ouvrir quelque chose ensemble. Et puis, Morges était un peu le dernier créneau qui était libre par rapport au CrossFit, enfin, aux autres box de CrossFit, qui n'étaient pas couverts en tout cas à ce moment-là. Mm. Et un jour, une recherche sur Internet, le lendemain, la visite, et puis on était parti. Donc ça s'est vraiment fait un peu comme ça. Je pensais pas ouvrir une box de CrossFit, je pensais pas ouvrir une salle de sport. Au début, j'avais vraiment envie de rester sur mes objectifs, mais toutes les portes se fermaient. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ben, si il y a des choses qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent très facilement, essayons d'aller là. Ouais. Donc, en venant du monde de l'hôtellerie, de la restauration, tu as trouvé je pense que tu as bien sûr pu appliquer tout ce que tu as appris dans tes formations et tes expériences précédentes, mais parle un petit peu des parallèles que tu as trouvés en ouvrant cette box de CrossFit que tu avais déjà dans l'expérience de management que tu avais déjà dans l'hôtellerie et la restauration. Bah, j'ai eu la chance de travailler dans des hôtels et des restaurants qui étaient très intéressants parce qu'ils avaient une approche extrêmement orientée client, dans le sens c'était des hôtels de luxe ou des restaurants 3 étoiles. Donc du coup, il y avait vraiment une nécessité, au-delà même de la volonté, de mettre le client au cœur du projet parce que ben, c'est clair que c'est eux finalement qui te font vivre. Et moi, ça m'a toujours beaucoup motivé. Je travaille beaucoup en contact avec des gens dans les différents stages que j'ai pu faire. Et c'est vrai que quand tu arrives dans le milieu de la salle de sport, ben, au final, tu retrouves ce côté où tu as besoin, premièrement, ben, de fidéliser ta clientèle parce que, mis à part certaines boxes comme
Wanderlust à Bali qui vit majoritairement des drop-in parce que c'est un lieu qui est connu pour ça. Donc drop-in, les gens qui viennent juste pour une session et qui repartent ou quelques jours quand ils sont là-bas. Nous, pour transmettre nos valeurs et puis accompagner les gens et voir des résultats, eh bien, on a besoin qu'ils nous fassent confiance sur un certain temps. On a besoin qu'ils se sentent chez eux. Et c'est ce qu'on cherche dans l'hôtellerie de luxe, c'est faire en sorte que la personne, quand elle passe la porte de ton établissement, elle se retrouve vraiment dans un lieu qu'elle n'a pas envie de quitter. Ou en tout cas qu'elle se réjouit de revenir chez toi. Et ça, c'est les parallèles qu'on peut retrouver parce qu'au final, ta box, tu vas un peu la façonner à l'image que tu as de ce que tu aimerais faire, de la qualité de service que tu aimerais offrir, mais tu aimerais surtout que les gens reviennent. Et ça, c'est vraiment, je pense, le côté extrêmement proche où tu as besoin que les gens se sentent chez eux. Pour aller de l'autre côté, le versant opposé, donc est-ce que tu as dû faire des choses qui te paraissaient complètement contre-intuitives de par ta formation ou tu as dû faire un 180 degrés parce que ça s'appliquait peut-être précédemment à l'hôtellerie, mais pas plus nécessairement du fait que maintenant tu étais dans le fitness? Est-ce que tu as eu des choses comme ça? Comme ça, il y a rien qui me viendra à l'esprit immédiatement. C'est vrai que la différence par contre que tu vas trouver effectivement entre, je te dis à chaud, hein, j'y réfléchis à haute voix, c'est que dans un restaurant ou un hôtel, potentiellement la personne, elle vient pour une durée. Un restaurant, elle va revenir une fois par semaine, une fois par mois. Enfin, c'est une fréquentation qui est plus épisodique peut-être, tandis que ce que tu vends et ce que tu espères que les gens viennent chercher chez toi, c'est une fréquence qui est plusieurs fois par semaine. Et là, eh bien, c'est très différent parce que la personne, quand elle vient chez toi dans la salle de sport, premièrement, quand elle vient pour la première fois, elle a fait un énorme effort. Parce que le CrossFit, c'est pas pour tout le monde, selon les dires ou les impressions qu'on peut avoir, c'est trop compète. Souvent, pour la personne de venir pour la première fois, c'est déjà une énorme chose. Donc, tu dois la garder. Tu dois lui faire comprendre que derrière, elle sera bien chez elle. Parce que derrière, ce que tu veux, c'est qu'elle crée cet espace dans son temps libre. Et ça, que ce soit tous les jours de la semaine ou très fréquemment, pour revenir. Tandis que l'hôtel, la personne va venir soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons de voyage. Donc, ça va être des moments très épisodiques. Tandis que nous, on doit la motiver à essayer de créer un espace dans son planning qui est probablement déjà hyper chargé pour qu'elle revienne régulièrement. Que ce soit une mère de famille, c'est peut-être, on a beaucoup de clientes chez nous. L'heure chez nous, c'est la seule heure de la journée qu'elles ont pour elles. Elles se réveillent, elles préparent tout pour les enfants, elles les déposent à l'école, elles viennent, elles s'entraînent. Ensuite, elles rentrent, elles préparent à manger. L'après-midi, elles font. On connaît le rôle de super, le rôle exceptionnel des mères au foyer, des pères au foyer, toutes ces personnes qui font tourner en fait l'environnement dans lequel on est. Et chez nous, c'est le seul moment de la journée qu'elles ont pour elles, de la même manière pour eux, enfin pour eux aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes au foyer. Et c'est pareil pour toutes les personnes qui vont faire venir après le boulot, après une journée de 10-12 heures de travail, vont venir quand même chez nous pour s'entraîner une heure, alors qu'à la place, c'est peut-être plus facile d'aller boire des coups dans un bar et puis de faire un peu nimp. Et puis, donc c'est vraiment, je pense que c'est ça, la fréquence d'utilisation de l'établissement est très différente entre l'hôtel, le restaurant et puis la salle de sport. Ouais, et donc, tu as touché sur un point intéressant qui est on va dire, la divergence au sein de CrossFit entre l'aspect compétition et l'aspect box plus lifestyle plus santé. Comment est-ce que toi, tu vois ces deux voies différentes et comment tu les expliques à tes clients potentiels ou aux gens qui connaissent simplement pas encore? Moi, quand j'ai découvert le CrossFit, c'était plus ou moins en 2009, la première fois que j'en ai entendu parler, et c'était un peu le moment où ça a commencé à boomer avec les CrossFit Games et tout ce genre de trucs qui faisaient une émulation autour de la compétition. Et on voit que chez nous, en tout cas en Europe, en tout cas en Suisse, au niveau local, Suisse romande, il y a encore beaucoup cette image-là parce que c'est vrai que c'est une intensité qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître. À l'inverse des États-Unis où le milieu du strength and conditioning est assez ancré, où les gens voient déjà ça et étudient ça à l'université quand c'est même pas un petit peu plus tôt. Chez nous, le sport, ça reste un truc très. On fait du foot, on fait du basket, on fait ce genre de choses. Et puis peut-être qu'on va de temps à autre dans un fitness pour entretenir un peu, mais on le voit moins comme quelque chose d'un peu central sur lequel on va partir dans d'autres directions. Par exemple, se créer une base et puis derrière, aller jouer au foot, aller faire du volley ou peu importe. Et nous, les gens qui viennent chez nous, ce qui est hyper important, et moi, c'est le message que je leur dis à chaque fois, c'est on va beaucoup adapter, beaucoup, beaucoup le programme du jour, même si je vois que tu es doué, même si je vois que tu as des prédispositions naturelles. Je préfère que tu pars d'ici en me disant c'était trop facile que l'inverse. Parce que l'inverse, c'est généralement une mauvaise expérience. Et puis derrière, c'est pas forcément la possibilité derrière à la personne de lui remontrer sur le long terme ce processus qui est de. Et c'est le rôle du coach. Hein. Notre rôle, il est pas juste de dire 3, 2, 1 départ. Il est justement de connaître les gens qu'on a, d'adapter un programme qu'on souhaite global à chaque individu. Donc c'est vraiment faire une forme de sur-mesure
et derrière leur permettre de progresser à chaque fois dans un environnement sûr, et j'utilise beaucoup ce terme-là, parce que chez nous, la chance qu'ils ont, et dans toutes les salles de sport dans lesquelles ils sont encadrés par un coach bienveillant et qui a de bonnes intentions derrière, ils vont avoir la capacité de progresser régulièrement parce que ça sera à leur niveau. Et puis au final, c'est ça qui est intéressant, c'est que tel workout, il est possible d'être adapté pour n'importe quel individu parce que on a une librairie de mouvements, et ça tu le connais très bien aussi dans ton coaching privé, je pense. On a une bibliothèque de mouvements qui est gigantesque, donc une personne a des limitations pour tel ou tel mouvement. On a plein de clés qui vont permettre d'ouvrir au fur et à mesure les portes, qui vont lui permettre de se rapprocher, peut-être même d'atteindre le mouvement en question et l'objectif. Donc j'utiliserai beaucoup le terme sécurité, j'utilise beaucoup le terme sécurité, beaucoup le côté une étape après l'autre, et puis cette phrase que j'entends régulièrement qui est trust the process, donc vraiment faire confiance au processus et dire la vérité aux gens que si tu viens chez nous pour un six-pack en 6 semaines, il va falloir qu'on ait pas mal de discussions ensemble avant, et il va falloir optimiser beaucoup de choses pour peut-être commencer à aller dans cette direction. Ouais. Pour revenir sur une étape après l'autre, est-ce que tu as dans ta box de manière établie on va dire des prérequis qui sont nécessaires avant qu'un client puisse, on va dire, atteindre ou faire un certain mouvement? Il doit pouvoir montrer leurs compétences dans tel ou tel exercice. Est-ce que tu as ce genre de protocole en place? On n'a pas un protocole précis dans le sens telle personne fait ça, donc elle est en mesure de ça, parce que je pense que quand j'ai passé mon level 1, comme beaucoup de personnes qui passent leur level 1 ou leur première formation au niveau sportif, on a l'impression d'avoir ouvert la box et puis de tout connaître. Et ensuite, on est au contact des gens et on se rend compte qu'en fait, chaque individu va être complètement unique dans sa façon de bouger, que parfois on va avoir dit à une personne qu'elle a tel ou tel problème, alors qu'au final, c'est peut-être pas un problème, c'est simplement qu'elle est faite comme ça et qu'elle doit juste trouver comment faire avec ça pour que derrière, ça se passe bien pour elle. Donc, on n'a pas un protocole écrit en disant genre telle personne fait ci, donc elle est en mesure de faire ça. Par contre, ce que j'attends de mon équipe et ce sur quoi on travaille énormément en permanence, c'est que derrière, on soit en mesure de faire en sorte de donner à la personne ce qu'elle est en mesure de faire. Ça va être par des tests. Tout d'un coup, on va dire très bien, prenez la barre au-dessus de votre tête, on veut faire un overhead squat. Et là, on se rend compte tout de suite, pour telle personne, ça va être plus difficile aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on va lui donner une manière d'adapter pour qu'elle puisse travailler ça et puis qu'elle ne soit pas frustrée à la fin de partir. Certaines personnes peuvent très vite être frustrées en disant j'ai pas pu faire comme c'était prescrit, je suis nul, je suis mauvais, alors qu'au contraire, c'est pas parce qu'il y a un objectif qui est ici que toi, on t'a trouvé une alternative que tu n'as pas fait comme il faut. Donc ça, c'est, je pense, là-dessus qu'on travaille beaucoup. Et donc, non, pas de protocole tel quel, mais une nécessité pour mon équipe, en tout cas, et c'est ce que j'attends des gens qui travaillent avec nous, d'être d'avoir un sens humain très fort, parce que derrière, il va falloir aller discuter avec la personne pour lui expliquer pourquoi on le fait. Et puis, essayer aussi de comprendre. Parfois, certaines personnes ont simplement sont dans une mauvaise journée, sont dans une mauvaise phase de leur vie, et puis au final, parfois on est plus psy que réellement quelqu'un que bourreau. Comment est-ce que tu expliques à tes clients justement que le RX entre guillemets du tableau, c'est pas nécessairement le gold standard, que c'est pas le truc qu'il faut aller chercher parce que ça représente en gros une mesure qui est complètement arbitraire de ce qui est la base, et que voilà, comment t'expliques à tes clients que la base c'est la base de chacun et non pas la base qui est écrite sur le tableau en blanc sur noir, noir sur blanc. Alors, je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis, mais nous, ce qu'on fait en permanence quand on explique, on dit voilà le mouvement, voici les poids prescrits, mais on va trouver celui qui est le vôtre. Et c'est aussi simple que ça. Donc, on va toujours pratiquer chaque mouvement avant un certain nombre de reprises en dépendant du mouvement pour simplement aller trouver quelque chose qui leur permette d'être à leur niveau. Je te donne un exemple tout con. Si par exemple, on dit vous devez faire un maximum de back squat pendant 5 minutes, on va leur donner un objectif en leur disant écoutez, il faudrait que la barre, vous puissiez en tout cas la garder pour, j'invente, mais pour 10 répétitions minimum. À la 10e, il faut que ça pique un peu, mais il faut que vous soyez en mesure d'en faire 10. Si vous mettez sur cette barre un poids, vous en faites 3, vous reposez la barre, vous passez complètement à côté de l'intention du workout. Donc pour nous, ça va être vraiment
de traduire ce que les gens voient, sachant que pour certains, ils viennent depuis 2 ans et demi et puis ils regardent le board et puis ils n'ont toujours pas la moindre idée de ce qu'on fait. Donc, on sait qu'on doit réexpliquer en permanence, mais c'est notre rôle aussi. Il ne faut pas qu'on s'énerve avec ça, même si parfois on est là genre putain, chier quoi. Mais en fait, si la personne n'a pas compris généralement, moi je pars du principe, même si sur le moment, ce n'est pas toujours aussi facile à assumer, que c'est en grande partie de notre faute et que c'est à nous d'essayer de trouver un peu ces clés de communication. Donc, on va leur donner un objectif. Voilà, vous devez être en mesure de faire au moins 10 répétitions avec ce poids. Si vous en faites moins, c'est que c'est trop lourd. Et puis, si vous arrivez à 20, peut-être que c'était un poil trop léger. Donc, c'est plutôt dans ces intentions-là qu'on va aller. Et donc, dans ce cadre-là, comment est-ce que tu gères, on va dire, des personnalités de clients qui sont un petit peu plus weekend warrior, qui sont là pour la compétition? Est-ce que tu as du coup des classes séparées qui sont pour spécialiser compétition, ou est-ce que ça reste dans ce cadre de chacun à son propre rythme et puis chacun en gros fait ce qu'il peut faire sans nécessairement aller chercher au-delà? Alors, pour répondre à ta question, je vais commencer par un autre aspect qui est moi-même, je le disais un petit peu plus tôt, je ne suis pas quelqu'un de monstre compétitif. Ça me fait plaisir parfois d'avoir ce petit truc, un petit challenge avec une personne que je vois est plus ou moins à mon niveau. Ça me pousse un petit peu plus loin, mais je ne vais pas avoir la nécessité d'être devant et je ne participe pas personnellement parce que je ne trouve pas de plaisir à des compétitions de CrossFit. J'ai du plaisir à les regarder par contre, mais je ne trouve pas de plaisir à y participer. Du coup, n'étant pas un compétiteur moi-même, je pense qu'on attire aussi un certain type de clientèle. Disons que tu vas rarement ou presque pas voir CrossFit Morge dans des compétitions avec des gens qui y participent. Du coup, c'est clair que ça attire pas les compétiteurs chez nous pour ce type de raison, premièrement. Et puis ensuite, celles et ceux qui ont envie de faire de la compétition, on est tout à fait d'accord de les encourager, de les aider à mettre en place un cadre qui leur permette de s'épanouir. Mais on a eu 2 ou 3 compétiteurs qui sont venus chez nous, qui ont emménagé dans la région et qui sont venus essayer. Et puis moi, le premier discours que j'ai avec eux, c'est écoute, sache, chez nous, en tout cas, on n'est pas du tout une box de compétition. Je ne vais pas privilégier les gens qui font la compétition par rapport aux autres, bien au contraire. Nous, on a un objectif très précis pour nos membres, c'est qu'ils s'amusent, que dans le process, ils prennent soin de leur corps et qu'ils se fassent plaisir. Mais c'est vraiment, on a besoin d'avoir ce côté fun dessus. Parce que si on ne l'a pas, les gens, ils se lassent et malheureusement, c'est plus difficile de transmettre un message. Donc, nous, on va mettre en avant ce genre d'aspect-là. Par exemple, je ne sais pas si tu es familier dans le milieu du CrossFit, il y a les CrossFit Open chaque année, une forme de compétition pour le monde entier. On ne met pas monstre en avant non plus. On ne passe pas énormément de temps à communiquer autour de ça. On dit, écoutez, si vous voulez faire, voilà, il y aura ces classes, on va faire ça. Vous pouvez même y participer sans être inscrit. Mais voilà, parce que c'est clair, dans un cadre compétitif, une personne va avoir tendance à aller au-delà de ce qu'elle est réellement capable de faire. Et si elle n'a pas cet objectif de compétition derrière, chez nous, on l'encourage très peu. Et donc voilà, c'est plutôt dans cet ordre d'idée qu'on va gérer le client. Je pense que c'est intéressant parce que quand on ne connaît pas le CrossFit et qu'on regarde de l'extérieur, on se dit que CrossFit, c'est tout la même chose. Si ça dit CrossFit sur le mur, c'est que c'est CrossFit et que c'est, voilà, tout le monde a la même enseigne. Mais le fait est qu'une fois que tu as ton logo CrossFit sur ta box, tu fais ce que tu veux dans la box. Je préfère que du yoga. C'est ça. Et donc, dans ce cadre-là, à part le out of the box CrossFit que tu as appris au level 1, level 2, etc., qu'est-ce que toi, tu as vu qui manquait dans le CrossFit que tu as ajouté justement pour, on va dire, compléter l'offre par rapport à tes clients, par rapport à tes membres? Ce que je trouve très intéressant dans le modèle CrossFit, c'est la possibilité justement de faire ce que tu veux. Et ce que je trouve très problématique dans le CrossFit, c'est la possibilité de faire ce que tu veux. Donc en fait, il y a vraiment ces 2 dimensions qui sont que c'est le marché qui gère. Et le problème, c'est qu'une personne qui va essayer dans une box où on va lui apporter un mauvais encadrement, et je dis ça tout en sachant que moi, j'ai aussi merdé avec des personnes qui ont franchi la porte, j'ai cru comprendre la personne et puis je ne l'ai pas comprise. Donc je veux dire, c'est un processus aussi qui évolue au fur et à mesure. Mais du coup, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de suivi derrière et tu peux avoir des box qui s'en foutent complètement, où la personne a créé l'espace et tu le sens en entrant, juste pour elle. Mais pour elle, dans le sens, elle aime s'entraîner, elle voulait une box perso et puis elle se rend compte que si elle donne des cours à côté, ça va lui permettre d'en vivre. C'est plus dans cette optique-là. Nous, je pense que ce que je me suis vite rendu compte des limites du modèle parce que bêtement, j'ai pas été méga bien encadré moi à certains moments et j'ai fait des conneries, je me suis blessé, j'ai été frustré, j'ai continué, je me suis blessé plus violemment encore, ça m'a pris des mois pour revenir et en fait, c'est plus
dans le learning by doing que je me suis rendu compte des limites, en tout cas de ce modèle par rapport au type de clientèle que je souhaitais, à qui je souhaitais transmettre ces valeurs. Et du coup, c'est pour ça que, par exemple, c'est très juste ce que tu dis, c'est pas une franchise comme McDonald's où tu vas passer la porte et puis ça sera toujours la même chose. Donc moi, quand j'ai un client qui déménage, on a eu récemment un client qui est parti vivre à Singapour, je lui ai dit, mais essaye 3, 4, 5 box de CrossFit différentes parce que tu vas en trouver une qui correspondra plus à tes attentes par rapport à d'autres. Et de l'autre côté, j'ai des clients qui sont revenus. Ah, tiens, j'étais à New York, je suis allé dans cette box, c'était terrible, les gens n'étaient pas sympas. Ou l'inverse, ah, je suis allé là, c'était génial, ils étaient hyper accueillants. Donc, je pense que les limites du modèle sont aussi ce qui fait son succès d'un point de vue business model. Ces faibles barrières à l'entrée et qui fait que derrière, si toi aujourd'hui, tu veux ouvrir une box, il faut impérativement que tu aies une idée très précise de ce que tu as envie d'en faire et que tu sois conscient que c'est très difficile. On a tous fait ce truc, hein. On est au coin d'une table, on prend un papier, puis on se dit, bon, il a combien de membres? 150, l'abonnement annuel, il coûte combien? 1500 balles, putain, il se fait des couilles en or. Puis après, tu arrives dans le truc et tu te rends compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est ça qui fait aussi que tu as beaucoup de box owners qui sont complètement burn-out parce qu'ils arrivent avec plein de bonne volonté et puis derrière, tu te prends un mur, quoi. Ouais, la bonne volonté, ça suffit pas pour faire tourner une entreprise. Non, complètement. Et c'est ça aussi qui est difficile, c'est que tu as besoin de skills de management et tu as besoin d'être en permanence en train de développer tes skills au niveau coaching, tes connaissances là-dessus et aller de l'avant parce que on va pas se mentir, le level 1, et ça je l'ai vu dès le départ, c'est un papier de 2 jours. Et je pense très sincèrement que c'est un des papiers qui, open source sur Internet, comme ça au niveau classement du truc, est un des plus complets et accessibles parce que tout le monde peut le télécharger. Après, ça ne fait pas de toi derrière quelqu'un qui peut vraiment prendre en main la vie de personne. Il faut que tu apprennes. Et puis pour ça, chez nous, c'est quand même très peu réglementé. En même temps, je ne te cache pas que si c'était plus réglementé, je ne sais pas si je me serais lancé dedans non plus. Mm. Donc en fait, moi j'ai un peu cette histoire d'amour-haine avec le milieu CrossFit en général parce qu'il y a plein de choses qui sont exceptionnelles, je pense très sincèrement. Le fait d'avoir rendu un milieu qui peut sembler parfois austère par rapport à certains coachs, tu en as peut-être rencontré certains qui ont une approche qui ne passerait pas du tout avec Francine, 55 ans, qui veut simplement passer un bon moment avec ses copines et puis prendre un peu soin d'elle. Et puis de l'autre côté, donc je pense que c'est très bien pour ça. Et puis de l'autre côté, voilà, il n'y a pas assez de suivi de l'autre côté qui fait que tu peux te retrouver avec de tout. Et donc, pour revenir à la question initiale, qu'est-ce que toi, tu as ajouté par rapport, on va dire, au panel de C'est vrai, il y mouvements avait une question. de base de CrossFit? Ta réponse était top, hein, juste en passant, par rapport à tout ça. Mais ouais, donc, qu'est-ce qui manquait pour toi dans le panel de mouvements, on va dire, typiquement CrossFit, que tu as voulu rajouter pour justement mieux servir tes clients? Je verrais deux choses. Il y a une partie donc bêtement management. Quand tu fais le level 1, tu vois que la base d'une méthodologie d'encadrement de personnes. Et derrière, ça ne te donne pas les notions nécessaires à te lancer dans l'aventure seul ou sans expérience, à mon sens. Et l'autre, pour la partie sportive, euh, ils ont beaucoup évolué leur message ces derniers temps. Je ne sais pas si tu as pu remarquer un petit peu. Au début, ils étaient justement très compétitifs. Ensuite, ils se sont rendus compte que le milieu compétitif était le plafond de verre qu'ils n'allaient pas pouvoir franchir et pas aller de l'avant. Ils étaient arrivés au bout de cette niche et que pour toucher les gens de tous les jours, eh bien, il fallait rendre le truc beaucoup plus accessible. Moi, je suis arrivé dans la formation à ce moment où ils étaient en train de le changer. Mm. Euh, Pourquoi est-ce que je te dis ça? Simplement parce que ouais, je pense que on nous apprend des mouvements de base fonctionnels, réalisés à haute intensité et constamment variés, mais on ne nous apprend pas le côté plus personnalisation en fait. Et je pense que c'est là la grande différence. Et tu le vois tout de suite quand tu vas dans certaines boxes. À certains endroits, tu arrives, tu rentres, tu passes la porte, on te dit bon voilà, tu fais 3 squats, 3 burpees et voilà le programme du jour. On va faire des snatchs pendant 25 minutes le plus lourd possible. Et puis tu es là, genre wow, 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 wow. Je pense que c'est là en fait. Moi, je suis un peu obsédé par les warm-up parce que je me suis blessé et j'ai compris très rapidement l'importance et tout ce qu'on pouvait faire autour de ça. Et je pense que ça, c'est vraiment une partie qui est très, très négligée de manière générale dans la formation. Mm. Ils le répètent, ils se protègent juridiquement, mais je pense que
on se rend pas compte à quel point ce moment-là en fait est fondateur de tout ce que tu vas faire derrière. Et moi, je pense que c'est là, d'un point de vue purement sportif, où nous on fait la différence par rapport à beaucoup, c'est avec cette obsession du warm-up. Ouais, je pense que c'est intéressant parce que surtout si tu as, on va dire, si tu as une routine ou un protocole d'échauffement qui est bien mis en place, ça va te donner des informations par rapport à ton niveau de préparation, même pour l'entraînement même. En sachant que, moi, je sais par exemple, quand je faisais beaucoup de rameurs, euh, j'avais mon protocole d'échauffement que je faisais avant chaque entraînement. C'était exactement le même. Et suivant les splits que je tapais en échauffement, je savais si ça allait être une bonne session ou pas. Et donc, d'avoir cet engradement, ça te permet de voir un peu de l'avant, de dire, OK, je suis pas à 100% aujourd'hui, il ne faut pas que je m'attende à faire des miracles. Et donc, comme tu dis, l'importance de ce petit protocole d'échauffement, enfin petit, faut que ça convienne à la personne et puis aux demandes du jour. Mais je pense que tu as raison, c'est un élément qui est super important à ce niveau-là. Quelles sont les valeurs que toi, tu as essayé de, on va dire, pas d'inculquer, mais de placer au centre de l'entreprise que tu as créée, justement en arrivant d'expériences précédentes en management? Qu'est-ce que tu as créé comme cadre pour non seulement toi, tes clients, mais aussi ton staff? Je pense que le premier mot que je verrais, c'est le côté communication. Même si on est une box pas hyper productive au niveau réseaux sociaux, mis à part pendant cette période où c'est un peu notre seul moyen de rester en vie et puis de continuer à générer une certaine émulation autour de notre société. On, en interne, en fait, il y a une chose que j'ai vue dans l'hôtellerie très rapidement, c'est d'un point de vue financier que c'est expliqué, mais c'est d'un point de vue humain que ça se traduit derrière. C'est ça coûte moins cher de fidéliser des gens que d'aller chercher des nouveaux clients. Et en soi, tu te rends assez vite compte que du monde qui t'écrit ou qui te contacte parce qu'il est intéressé, il y en a beaucoup. Par contre, des gens derrière qui restent et qui continuent, qui avancent, c'est beaucoup plus faible. Donc moi, très vite, j'ai compris que c'était ta clientèle, celle que tu as déjà, sur laquelle il faut que tu investisses. Et investir, c'est pas juste de l'argent, c'est du temps. Il faut que tu sois disponible, c'est tout ce qui va autour. Et je pense que c'est cette valeur-là que j'essaie vraiment de transmettre à mon équipe et que j'essaie vraiment de mettre en place. C'est sur le fait que peu importe finalement ce qui se dit de nous en extérieur, même si à terme les deux sont liés et il y a de fortes chances que si on fait bien les choses en interne, ça soit bénéfique à l'extérieur aussi. Si aujourd'hui j'ai un conseil à donner aux gens, c'est ça, c'est concentre-toi sur les membres que tu as déjà et essaye au fur et à mesure, le plus possible d'améliorer ton service, d'upgrader. Nous, on fait régulièrement des questionnaires pour nos clients. Tu te prends des murs dans la gueule quand tu fais ça c'est sûr, parce que tout d'un coup, tu vois des trucs, puis tu es là, non, mais je fais ça parce que je veux faire ça, parce que j'y crois. Puis après, tu te rends compte en fait que ben non. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque chose juste que tu fais, c'est le résultat de 10, 15, 20 merdes. Tu vois, c'est des erreurs. Et puis tout d'un coup, tu as un truc, un moment un peu de ah, et tu te dis ok, génial. Donc je pense que c'est ça vraiment le truc sur lequel que je peux amener de ce milieu de l'hôtellerie, de la restauration et tout. C'est on est une industrie de service. On, on vend quelque chose d'assez abstrait parce que les gens ne comprennent pas le prix qu'on pratique. Toi, je pense que tu as parfois même ce problème aussi, comme tu travailles en plus en personal coaching avec beaucoup de personnes. Pour certaines personnes, ça ne va pas être un problème de mettre 150 francs en boîte un samedi soir. Par contre, mettre le même montant pour sa santé, et s'éduquer et puis aller de l'avant, c'est quelque chose d'impossible. Et pourtant, ça a de la valeur, ce que tu transmets aux gens, ce que tu essaies de leur apporter. Donc pour ça, nous, notre rôle, je pense, c'est d'essayer de rendre le service le plus exceptionnel possible parce que c'est ça au final que les gens retiennent. T'as deux, trois exemples de questionnaires que tu as lancés avec tes clients où tu pensais que ça allait sortir d'une certaine manière et en fait, c'est parti complètement dans l'autre sens? Bêtement, il y a eu au niveau de la programmation, moi j'étais très fier pendant un moment de ce qu'on faisait et puis on s'est retrouvé avec une note qui était moyenne par rapport à ce que les gens pensaient et je me suis rendu compte qu'il manquait beaucoup d'explications de notre part. Pourquoi on fait ça? À quel moment? De quelle manière? On a eu ça aussi. Après, il y a eu des choses sur lesquelles je m'y attendais et puis ça confirme. Tu vois, on a un petit espace, nous, on a des petits vestiaires. Alors, c'est clair que nous, à chaque fois qu'on fait un questionnaire, on met quand même que pensez-vous des vestiaires et je sais que la réponse va être c'est trop petit, c'est ci, c'est ça et c'est exactement ce qu'on prend. Après, des choses qui m'ont le plus surpris, il n'y a rien qui me vient comme ça à l'esprit, mais c'est souvent des messages isolés parce qu'on laisse toujours la possibilité aux gens aussi de mettre des commentaires autre. On ne vous pose pas de questions à ce propos. Est-ce qu'il y a autre chose?
Et tu as des petites choses qui ressortent. Tout d'un coup, tu te rends compte que toi, tu as mis tel individu à tel endroit au niveau de tes coachs pour une raison précise. Et puis, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour telle personne parce que son rythme personnel n'est pas forcément en adéquation avec ce type d'horaire. Et puis ensuite, tu te rends compte de ce genre de choses où toi, tu as un plan derrière la tête et en fait, finalement, il ne se traduit pas de la même manière auprès de ta clientèle. Et ça, nous, on bosse autant au milieu d'entreprise, on bosse pour une entreprise où on donne des cours sur place, qu'au niveau de cette population qui est des gens qui viennent dans notre salle de sport. Et là, de nouveau, on a deux trucs diamétralement opposés parce qu'on bosse pour une entreprise où les gens, c'est en interne, donc pour eux, c'est un service qui est là dans tous les cas. Tandis que chez nous, les gens font l'effort de venir chez nous. Donc du coup, tu te retrouves avec des questionnaires que tu dois faire aussi différents pour ce genre de choses. Donc là, comme ça, pour répondre à ta question, je n'ai pas une chose qui me vient, mais en tout cas, ça te permet, tu as des commentaires parfois, parce qu'en plus, nous, on le fait de manière anonyme. Je pense que c'est comme ça que les gens vont le plus te dire les choses. Et parfois, tu as certains trucs et tu es là, waouh, ok, d'accord, ça avait frappé cette personne. Et c'est le seul moyen de faire remonter cette information, parce que les gens ne vont pas forcément venir te le dire. Ou alors, quand ils te le disent, c'est généralement trop tard. Et c'est très difficile à rattraper. Donc, communication avec tes clients, communication avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Comment tu manages ça ensuite au niveau de la communication avec ton staff, avec tes coachs? Vous avez aussi des séances de conversation, d'échange, etc. On a essayé pas mal de choses. C'est un processus qui évolue encore beaucoup et qui est voué encore à évoluer. Mais là, maintenant, le rythme fixe, c'est j'ai un entretien fixe avec chaque coach chaque semaine, qui du coup est plus ou moins long, où moi j'arrive avec les informations. Bon, voilà ce qui se passe. Voilà, j'ai eu telle plainte client ou j'ai eu tel commentaire positif. On fait un petit peu le point sur. J'essaie d'expliquer un peu tout ce qui se passe. Je suis aussi très transparent sur notre situation financière, bêtement. Là, au début de cette crise, bon, on est en pleine période coronavirus. Si des gens regardent ça en 2052, là, on s'est retrouvé tout d'un coup à fermer. Donc, plus de nouveaux clients, plus de renouvellement, tout ce genre de choses. Donc là, moi, je me suis tout de suite assis avec eux et je leur ai dit, voilà, ça, c'est notre situation. Voilà ce que nous coûte la box chaque mois. Et ça va nous coûter la même chose pendant cette période. Et là, on sera amputé d'une grosse partie de notre revenu. Donc voilà la situation. Et j'essaie de générer ensuite derrière auprès de mon staff des idées. Parce que je pense qu'eux, ils ont aussi beaucoup de choses à apporter. Donc il y a cette communication sur notre situation, ce que les clients disent, ce que les clients pensent, les critiques comme les choses positives. J'essaie de remonter aussi le positif. Et puis, derrière, on essaie de faire maintenant, une fois par mois, on se voit avec toute l'équipe. J'assigne à chaque coach un mouvement ou une partie. Par exemple, on va dire, toi, tu t'occupes du warm-up. Il a 10 à 15 minutes. On n'a pas encore trouvé la bonne chose. Mais il va devoir faire un warm-up général en apportant des choses innovantes. Donc, ce que j'entends par là, c'est que s'il me fait 3 burpees, 3 squats, non, là, il faut arriver avec des trucs un petit peu plus recherchés, pourquoi on le fait. Et même chose, moi, par exemple, maintenant, j'ai le fait d'avoir commencé à avoir des gens avoir une équipe, des gens qui donnent des cours, ça me permet aussi d'assister aux cours qui sont donnés dans la box, ce que je ne pouvais pas faire au début parce que je donnais presque tous les cours. Et du coup, tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a tel ou tel coach, il apporte des trucs auxquels tu n'as jamais pensé dans tes entraînements et tu es là, ah putain, c'est génial ça. Donc du coup, en fait, c'est cette espèce d'échange permanent de toute l'équipe. Ah, j'ai trouvé ça. On se partage sur WhatsApp des comptes Instagram. Je regarde cette publication, génial, le warm-up pour le squat. Et puis, c'est de cette manière qu'on arrive à faire. Donc, chaque coach, je les vois une fois par semaine, une fois par mois, réunion globale d'équipe. Et on fait 2 sorties dans l'année, une vers Noël, qui est le repas de fin d'année, et puis une sortie un peu plus informelle, qui est supposée être à cette période maintenant, mais bon, où là, c'est plutôt on va boire des verres ensemble, et puis on sort du cadre pour éventuellement, on n'y arrive pas trop, mais ne pas parler boulot. Ouais. Et au sein de ton staff, est-ce que tu as des coachs qui sont principalement, on va dire, pure CrossFit ou est-ce que tu as rassemblé des gens avec des horizons un petit peu différents? Alors actuellement, j'ai 2 personnes fixes. Il y en a un qui a arrêté récemment chez nous, qui lui venait du football américain et rugby, que d'ailleurs tu connais, Patrick, Patrick, qui ouais. lui était tombé dans le CrossFit aussi. Et puis, donc, il avait un peu cette approche-là, ce qui fait que d'ailleurs, il avait pu générer au travers de notre salle, il avait mis en place pendant certaines périodes off des cours pour typiquement ce type d'athlète. Et c'était intéressant de voir justement ce que ça pouvait apporter de nouveau.
Et puis de l'autre côté, j'ai deux autres personnes, Gary et Kevin. Gary, lui, vient du milieu justement du CrossFit, mais il est extrêmement curieux au niveau préparation physique générale. Il essaye pas mal de trucs différents. Lui-même, il s'utilise lui-même pour essayer des trucs, ce qui fait qu'il est dans un processus d'apprentissage permanent qui est très intéressant. Mais il vient du milieu CrossFit. Et puis Kevin, qui lui vient du milieu du street workout. Il a découvert le CrossFit tout d'un coup parce qu'il avait besoin il voulait un truc un peu plus général. Et puis, donc, il a beaucoup au niveau de l'approche gymnastique, c'est génial. Et il s'est passionné pour l'haltérophilie, du coup, ce qui fait qu'il arrive à créer un profil qui est assez complet et intéressant. Mais j'essaie voilà, de faire en sorte que chacun soit complètement libre d'avoir les approches qu'il souhaite. Gary est aussi très intéressé par des choses que sont la nutrition vivante, tout ce genre de choses. Et donc, c'est des inputs qui sont extrêmement intéressants quand il s'agit d'accompagner les gens. Moi, je vais donner certains conseils à certaines personnes pour soigner les tendinites, etc. Et lui, il aura d'autres approches et qui, au final, je pense que combinées, eh bien, elles permettront d'avoir un profil intéressant pour chaque individu. Tu peux nous parler du processus complet d'un nouveau client qui viendrait chez toi et qui sera intéressé à travailler, ouais, travailler avec vous et à s'entraîner dans ta box. Ouais, marche-nous au travers du processus complet. Alors, on a deux types de clients. On a celui qui débarque et qui a réservé son cours. Lui, donc, il a déjà eu un premier touch point avec nous en amont où on a bah, soit il nous a écrit, soit il a réservé son cours parce qu'on a tout un processus sur le site internet qui permet de réserver gratuitement son cours sans passer par quelqu'un de physique. Tu peux le faire depuis ton ordinateur à n'importe quelle heure. Tu as accès tout de suite aux cours qui sont disponibles. Tu réserves, tu débarques. Nous, on le sait en amont. Donc, le coach, sachant ça, il va se préparer à accueillir la personne. Il va avoir en tête aussi pas mal d'adaptations pour le cours. C'est clair que tout d'un coup, les noms, tu les connais parce que c'est souvent les mêmes personnes qui viennent aux mêmes horaires. Il y a vraiment une certaine fréquence. Tout d'un coup, quand tu vois une nouvelle personne, tu prépares quelques scénarios. Puis après, tu découvres la personne. Parfois, c'est quelqu'un qui fait du CrossFit depuis 15 ans. Parfois, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et c'est une personne qui a 50 ans, qui fume, qui boit. Et donc là, tu te dis, OK, on va trouver des parades. On va faire un tour de la salle, on va se présenter, on va faire un tour de la salle avec la personne, on va lui expliquer en gros qu'elle ne va pas comprendre grand-chose, mais que c'est pas grave, parce que nous, c'est notre rôle de l'accompagner du début à la fin. Et ça, on le dit tout le temps parce que la personne, on va commencer, on va dire voilà, on fait du snatch, on fait si elle ne sait pas ce que c'est, comme je disais avant, il y en a certains après 3 ans, ils ne savent toujours pas ce que c'est. Donc, dans tous les cas, on va accompagner la personne, on la prévient qu'elle ne va pas comprendre parce que comme ça, au moins, elle n'a pas ce moment de panique où genre on commence à expliquer, puis elle est là, elle regarde les gens, puis elle se dit mais je ne vais pas comprendre. Et puis on va tout de suite adapter. Tu parlais de protocole tout à l'heure et on a parlé des échauffements aussi. Et je trouvais très intéressant le parallèle que tu faisais sur le fait de voir son niveau du jour au travers de l'échauffement, parce que c'est ce que nous, on va pouvoir faire aussi, c'est jauger la mobilité de la personne, voir un petit peu comment elle bouge dans cet échauffement. Donc c'est pour ça que c'est un moment qui est tellement important. On va faire le cours, on va adapter pour elle en fonction de ce qu'elle est capable de faire. J'ai tendance à freiner un peu les gens, surtout quand il y a du assault bike, parce que parfois on a eu des cas de figure où il y a des gens qui montent dessus et se disent putain, je sais faire, c'est génial. Et toi, tu es là, tu dis ah putain, ça a l'air d'aller pas trop mal. Et tu revois la personne assise par terre 3 minutes après parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Et Ouais. là, tu te dis ah ouais, ok, peut-être qu'on oublie un peu les fondamentaux. Donc, du coup, on va avoir tendance à freiner la personne. S'il faut, à l'arrêter complètement pour dire comment ça se passe pour toi. Ça va jusque-là. OK. Moi, je ne suis pas dans ton corps, donc je ne sais pas ce que toi tu ressens. C'est à toi de me le dire. Donc, donne-moi des feedbacks réguliers. Ça va pas, ou je ne comprends pas, parce que nous, on est là pour adapter. Et puis, à la fin du cours, on va regarder. Parfois, les gens discutent un peu entre eux. Donc, on laisse un peu nos clients discuter avec la personne qui a essayé. C'est parfois un moment intéressant parce que on a des gens qui viennent de très loin dans leur préparation physique et qui aujourd'hui bougent bien. Et c'est intéressant pour nous quand même d'avoir ces gens qui leur parlent et ils se rendent compte qu'ils sont en mesure de le faire. Ils se rendent compte que nous, notre rôle, il n'est pas juste de les motiver, mais au contraire, moi je trouve que le rôle du coach, surtout dans le milieu du CrossFit, il faut d'abord comprendre comment ralentir les gens avant de comprendre comment leur permettre d'accélérer. Et du coup, ils se rendent compte que ça, ils peuvent le faire. Et c'est cool quand un de tes clients qui, lui, a un grand parcours derrière, vraiment vient de loin, peut parler avec cette personne et lui dire, ben voilà, moi, au début, j'étais comme toi ou j'étais pire que toi. Et aujourd'hui, tu vois, je bouge bien parce que c'est la preuve vivante que ce qu'on fait n'est pas forcément complètement faux. Donc, ça fait plaisir. Et nous, ben voilà, on va terminer le cours en parlant avec la personne, en lui expliquant
un peu comment ça fonctionne, en lui montrant les tarifs, en lui montrant les horaires. Moi, j'ai jamais aimé les techniques de vente agressive. Dans le sens, je supporte pas qu'on me le fasse et donc j'aime pas faire le coup du bon alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est parti, je te fais signer un truc. On va quand même demander à la personne parce qu'on s'est rendu compte, et ça c'est aussi un truc qui est important, au bout d'un moment, tu dois aussi faire la part des choses, c'est que toi, tu dois quand même en vivre. Et parfois, on a certaines personnes qui, sur le moment, sont motivées et tout d'un coup, peut-être, va se passer quelques jours, elles vont oublier, elles vont faire autre chose, puis elles reviendront peut-être jamais chez toi, alors que là, il y a la possibilité de commencer un travail avec cette personne et d'avoir un impact. Donc, parfois, il faut aussi trouver ce juste milieu. Donc, nous, dans mon équipe, on n'a personne qui est très agressif au niveau de la vente et j'encourage absolument pas ça. Donc, ça, c'est pas un truc qu'on travaille beaucoup. Par contre, j'essaie quand même de dire, voilà, donner la possibilité au client, écoute, si tu es vraiment convaincu, on peut remplir les papiers ensemble maintenant. Si tu as besoin de temps, rentre chez toi, il n'y a pas de souci. Et là, moi, personnellement, ça c'est plus au niveau du processus, j'écris à la personne le jour même pour lui demander comment ça s'est passé. Je lui demande toujours un feedback. Est-ce que le coach c'était bien? Est-ce que tu as aimé l'endroit? Est-ce que tu as aimé le cours? Là-dessus, on a déjà eu des cas de figure et c'est intéressant de voir de personnes. Et ça, par exemple, c'est un truc pour revenir à une de tes questions sur le parallèle avec l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, quand quelqu'un part de chez toi qui est pas content, tu as meilleur temps parfois de faire un effort vers cette personne et de dire écoute, reviens une fois. Aujourd'hui, ça s'est mal passé, ça pourrait bien se passer par la suite. Et on a eu le cas de figure de personnes qui n'ont pas eu un cours d'essai hyper convaincant pour diverses raisons qui étaient les nôtres ou des facteurs externes. Il y a plein de choses qui n'étaient pas alignées. Et le fait de leur proposer de revenir, de passer un peu plus de temps avec elles, de leur réexpliquer le coup, bah finalement, c'est des personnes après qui deviennent tes clients. Parce que bah, la première fois, ça s'est pas bien passé, mais ils voient qu'il y a une approche derrière et que tu cherches quand même à trouver un juste milieu, puis à leur montrer ce que c'est réellement. Donc, je pense que ça, c'est un aspect aussi très important. On donne la possibilité à une personne qui n'est pas contente de venir faire un deuxième essai pour essayer de découvrir autre chose. C'est vrai que dans un programme comme le nôtre, le CrossFit, où ça change très régulièrement, ben, si tu tombes sur un jour où on va faire beaucoup d'haltérophilie et que tu n'aimes pas du tout ça, tu vas pas avoir le même délire que si tu adores le cardio, la très haute intensité, puis que tu tombes sur un jour où on fait beaucoup d'assault bike, par exemple, où là, tu vas être c'est génial, et puis tu reviens le lendemain, puis il n'y a que de l'haltéro. Donc, on a cette nécessité d'être très flexible et puis ensuite la personne part et voilà, on garde contact avec elle de cette manière. Je suis pas méga insistant, je relance pas, je déteste les techniques marketing hyper fréquentes où tous les mois tu écris à ces gens pour leur donner des news, alors que pour moi si la personne à ce moment-là a décidé que ça lui correspondait pas, je préfère accepter ça et me concentrer de nouveau sur les clients que j'ai plutôt que d'aller en chercher d'autres. Il y a plein en ce moment c'est normal parce que comme j'ai une salle de CrossFit, je suis très souvent contacté par des gens qui me disent mais je t'amène 50 nouveaux clients dans le mois et tout. Et moi, j'ai assez de nouveaux clients. J'ai assez de nouvelles personnes qui passent notre porte. Ça, c'est pas un souci. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Là où je dois continuer à travailler, c'est sur les gens que j'ai et comment faire en sorte qu'ils continuent de progresser et que tout le monde soit content là-dedans. En tant que gérant de CrossFit Norge, quel a été ton plus gros challenge depuis que tu as ouvert? Je parlais du burn-out au début et je pense que la première année, je suis passé pas loin ou peut-être même que je l'ai complètement eu. Quand on a ouvert, je me suis jeté à corps perdu dedans. C'était mon bébé, j'avais tellement envie que ça marche. Et c'est de nouveau, on peut avoir l'impression que c'est un milieu qui est extrêmement rentable et tout ça, mais en fait, tu passes tellement de temps et tu deviens une éponge aussi à émotion parce que il y a des gens qui viennent et qui font dans l'arme devant toi sans raison parce que le sport, ça aussi cet effet-là, c'est que ça fait ressortir des choses. Parfois, tu les caches et tu crois qu'au niveau de l'intensité, tu vas pouvoir vraiment éliminer tous tes problèmes. Puis au final, ben, parfois, ça les exacerbe un peu plus. Donc toi, tu ressors de là et le coach, son rôle, ben, c'est d'être cette espèce de bouée ou en tout cas ce truc sur lequel la personne va venir et lâcher. Et donc, je pense que la première année, j'avais beaucoup de difficultés à mettre cette barrière, ou pas forcément cette barrière, mais À gérer, à à faire la gérer. part des choses. Ouais. À Et moi, je gérer. suis une personne très sensible de manière générale. C'est-à-dire que ouais, je suis très sensible de manière générale. Donc, c'est clair que les deux ensemble, ça faisait que c'était vraiment pas évident et tu t'en rends pas compte. Moi-même, comme j'étais moins bien, je m'entraînais plus. Je mettais de l'intensité sur déjà une situation difficile personnellement, sur les craintes, sur tout ce qui va autour, hein, parce que c'est clair que tout d'un coup, c'est ton bébé et puis
enfin, tu t'endettes pour faire ce genre de choses, donc tu mets un argent qui n'est pas le tien là-dedans. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que tu dis oh putain, j'ai même pas 30 ans et puis qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que c'est le bon choix? Donc je pense qu'en ce qui me concerne, ça a été ça. C'était ça le plus difficile, ça a été de passer cette première année et puis de me calmer un peu par rapport à ça, d'accepter aussi que le process prend un peu de temps parce que c'est vrai que même si on le sait, même si on l'entend toujours, j'ai entendu tellement de podcasts d'entrepreneurs, j'ai lu tellement de livres à ce propos et tout le monde dit la même chose et tu dis que tu sais, mais quand tu es dedans, c'est autre chose. Et au final, 1 année et 2 ans, c'est rien du tout. Mais pour toi, c'est une éternité quand tu es en train de le vivre. Et tu es là, tu vois tous ces problèmes qui viennent les uns après les autres. Moi, ça a été ça. C'était vraiment le côté émotionnel. Ça a eu un impact sur ma relation avec ma copine aussi. Très, très violent aussi parce que on n'a pas réussi. On était dans des phases différentes de notre vie. On n'a pas mis les mots justes. Enfin, tu vois, tout d'un coup, en fait, tu te rends compte que toutes ces petites choses accumulées, elles ont un impact gigantesque dans tout ce que tu es en train de réaliser autour. Et il y a tout qui est très fragile au final. Et donc, je pense que pour moi, c'était ça le plus difficile. C'est d'accepter simplement, OK, ça va prendre son temps, continue à croire en ce que tu crois, tout en sachant que ça va évoluer. Et moi, je suis tout le temps en train de remettre en question ce qu'on fait, ce qu'on réussit. J'ai des idées très fixes, mais dans 1 année, elles seront différentes parce que dans 1 année, j'aurai rencontré d'autres personnes, j'aurai continué à faire plein de conneries et puis du coup, c'est ça qui fait qu'on avance. Tu avais l'avantage en arrivant et en ouvrant CrossFit Morge d'avoir cette expérience dans l'hôtellerie et la restauration et le management. Pour ceux qui seraient potentiellement intéressés à commencer cette aventure de soit de se lancer comme coach indépendant, soit d'ouvrir une box, CrossFit ou autre, quels conseils tu leur donnerais avant qu'ils fassent ce pas justement? Première chose, il faut vraiment être passionné et pas juste passionné par l'entraînement parce que ça, on est nombreux à aimer s'entraîner, on est nombreux à aimer faire du sport, mais il faut vraiment être passionné par les gens et puis il faut vraiment aimer les écouter, il faut vraiment aimer chercher des solutions. Il y a une chose que je pense que j'ai toujours eue et ça, je l'ai pas, c'est en moi, je l'ai pas choisi et c'est, je pense, un plus en ce moment. Et j'ai d'autres aspects qui sont des moins, mais ça, c'est un plus et je l'ai jamais eu à le travailler, c'est que je suis très empathique. J'aime beaucoup écouter les gens, j'aime beaucoup chercher des solutions, je me consacre beaucoup à essayer d'apporter une réponse à un problème. Et je pense que ça, si c'est pas quelque chose qui est naturel chez un individu, il faut trouver un moyen de le travailler parce que derrière, dans ce milieu, c'est majoritairement ça. En fait, il y a des passionnés qui viennent et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Mais moi, je suis très conscient de la fragilité de ce qu'on a créé. Demain, on part, demain, on ferme. Les gens, les trois quarts iront faire autre chose. C'était un moment dans leur vie. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment vouloir travailler avec les gens et aimer ces gens-là parce que tu vas t'en prendre plein la gueule. Il y a des gens qui vont t'envoyer chier, il y a des gens qui vont pas comprendre ce que tu dis, il y a des gens qui vont pas te payer. Il y a vraiment un certain nombre de trucs qui sont très négatifs. Et de l'autre côté, si par contre tu aimes les gens, c'est dans ces moments-là qu'il y a une personne qui va t'envoyer un message, un tout petit message en te disant: «Je voulais juste te dire que ça fait 3 mois que je suis chez vous et puis ça se passe méga bien. J'ai enfin remis un peu d'ordre dans ma vie. J'ai réussi à retrouver un peu de temps pour moi. Ça va mieux avec mon copain». Enfin, tout d'un coup, tu te rends compte en fait que tout ce que tu fais au quotidien, ça influence dans la vie d'autres personnes, tu vois? C'est une petite brique, mais qui permet à la personne en question de commencer à aligner d'autres choses. Ou alors, tu es une de ces briques et elle continue de se créer. Donc du coup, en fait, c'est ça. Il faut vraiment, vraiment kiffer les gens. Et si tu as du mal relationnellement avec les gens, il y a peut-être d'autres moyens de travailler dans le milieu du sport, mais mets-toi pas en contact des gens parce que les gens vont le ressentir. Et s'ils le ressentent, ils vont te le faire comprendre. Et s'ils te le font comprendre, ça va te faire très mal. Guillaume, pour ceux qui sont intéressés d'en connaître plus, où est-ce qu'on peut trouver des informations sur CrossFit Morge? Alors, crossfit-morge.ch pour notre site internet, nos réseaux sociaux où en ce moment on est très actif, mais on le sera probablement un peu moins après la crise, c'est CrossFit Morge, @CrossFit Morge. Voilà un petit peu où on retrouve notre petite box. Merci beaucoup Guillaume pour ton temps et ton expertise aujourd'hui. Merci à toi pour l'accueil. À bientôt. À plus.